Moderniser sans exclure, ça a été créé officiellement, l'association, au printemps 1990. Et avant, Bertrand Schwartz, que j'avais rencontré, souhaitait trouver quelque chose qui puisse un peu rassembler tous les messages essentiels qu'il avait grappillés comme ça au cours d'expériences diverses dans divers domaines, pédagogiques ou moins pédagogiques, ou plus sociales, ou plus dans la formation, ou plus dans la création d'institutions comme les missions locales, les nouvelles califs. Et ça a été un peu une conjonction de deux expériences, quoi. C'était pas sorti de rien, c'était Marie Le Gall qui a eu cette idée, et elle l'a eue pour une raison très simple. Son mari et elle avaient organisé pour les marins de la marine marchande des contacts entre ces marins et leurs femmes. Ils étaient souvent éloignés très longtemps par la radio. Et il avait mis quelque chose de très astucieux au point. Et c'est pour ça que Marie Le Gall m'a proposé de le faire avec les cassettes télévisées. C'est-à-dire qu'il y a eu des contacts formidables entre les femmes de marins et eux, qui s'envoyaient des cassettes de radio. Donc c'est pas venu de rien. Et c'est venu de Marie Le Gall. À l'époque où cette expérience a été montée, qui s'appelait Antélim, il y avait vraiment une absence de communication, une difficulté de communication à combler. Et quand on s'est intéressé à l'histoire des marins, ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, pour revenir dans ce que tu dis là, c'est qu'il y avait une émission pour les routiers, les chauffeurs routiers, qui s'appelait « Les routiers sont sympas ». Mais il y avait un animateur qui choisissait comment il faisait les interviews, comment les personnes, et puis en plus c'était individuel les personnes qu'il allait voir. Et il avait l'impression de rendre compte des problèmes de ce milieu particulier à partir de lui-même, et pas en essayant d'aller écouter ce que les gens concernés et les professionnels de leur métier pouvaient dire de ce qu'ils vivaient. Notre idée à l'époque, c'était qu'on utilise la télévision normale pour faire des émissions et faire parler là des ouvriers non qualifiés ou des jeunes en difficulté. Je veux dire que nous avons vécu 2 ans très malheureux et qu'on a été obligé d'arrêter parce que la télévision n'acceptait aucune de nos conditions, dont l'une en particulier, c'est que pour pouvoir faire parler ces gens, il leur fallait laisser du temps, qu'il y avait des conditions vraiment de liberté. Et les télévisions n'acceptaient d'envoyer un journaliste qu'1 heure, 2 heures et poser des questions. Au bout de 2 ans, on s'est battu, on a arrêté. On a bien senti que du côté de l'entreprise, du côté de l'État, on avait un vrai soutien potentiel. Tandis que du côté des médias, c'était beaucoup plus difficile. Bertrand, il a eu un appui du côté de la 2, la 3, les chaînes publiques évidemment pour commencer. Au niveau des plus hauts responsables, il avait une sorte d'appui comme ça de principe. Puis après, dès qu'on descendait un peu dans la hiérarchie, c'est-à-dire les directeurs de programme, les réalisateurs, les journalistes, etc., plutôt ce qui s'avançait des entretiens qu'on avait avec eux, c'était des obstacles. Donc c'est ça le problème un peu. C'est que au lieu de descendre dans la profondeur de ce qui pouvait être l'originalité, la vérité sociale d'un endroit, d'une région, etc., on s'est aperçu que du côté des partenaires des médias, leur préoccupation, elle, c'était de copier ce qui se faisait au niveau national. Ce souci d'aller dans le fond des choses, d'aller voir la particularité des choses, ils n'aiment pas. Il faut que quelque part, on corresponde à des stéréotypes. Quand ils filment à la télé une concierge, il faut qu'elle parle comme une concierge, pas comme un médecin. Un médecin, il est dans son labo, il a du prestige, il parle comme un médecin, etc.
Alors, d'abord, c'est toujours individuel. Mais si la concierge, elle était aussi intelligente que le médecin, alors là, les professionnels, ils ne peuvent pas supporter. Ils disent, mais le spectateur ne va pas s'y retrouver. Donc on n'aura pas d'audimat, donc ils ne comprendront pas. Mais c'est eux qui ne comprennent pas. Bon. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter que dans les gens, il y ait le germe d'une vraie compréhension, une vraie conscience de leur propre situation et de comment on devrait faire pour évoluer. Et moi, je suis persuadée que chacun a en lui-même, et en plus en fort dans les groupes, une vraie créativité pour avoir un vrai diagnostic de leur situation et puis des propositions de solutions, quoi. Bertrand, il avait quand même une grande notoriété sociale à cette époque-là. Et grâce à une espèce d'enquête de faisabilité qu'on a fait en marche forcée tous les deux, pour essayer d'aller comprendre et savoir et tester l'idée qu'on avait de mettre au point un système qu'à l'époque on n'avait pas encore appelé automédiatisation, mais qui était volontairement défini comme pouvoir donner la parole à des personnes qui étaient en insertion sociale et en formation. Des jeunes, mais aussi des moins jeunes. L'automédiatisation, c'est un mot qu'on a découvert ensemble avec Bertrand au fur et à mesure. Pour un but très précis, lutter contre ce que j'entendais trop partout, à savoir que les défavorisés sont incapables de s'exprimer, n'ont rien à dire, et d'ailleurs ne pensent même pas. J'étais tellement scandalisé par ça que j'ai décidé de lancer l'opération Modèle sans exclure. Et je l'ai lancée au départ avec seulement Marie Le Gall. On se disait que d'habitude, bon, quand c'est les professionnels qui travaillent, ils piquent l'image aux gens, ils piquent leur image. Bon, si on dit aux gens, on va pas vous piquer votre image, mais on vous donne toutes les informations pour savoir comment que ça se passe. C'est-à-dire, pour réfléchir à quel message vous avez à donner, à qui vous voulez vous adresser, et comment faire pour le dire le mieux possible à plusieurs. C'est comme s'il y avait posé sur la table, là, une restitution aux gens pour eux-mêmes, eux-mêmes en tant que groupe, pour dire qui ils sont, de quoi ils souffrent, de quoi ils sont heureux, qu'est-ce qu'ils veulent pour l'avenir, pour leur propre avenir, etc. Et ça change complètement cette espèce de vision projetée de l'extérieur par des journalistes qui terrorisent les gens en posant des questions, qui trouvent complètement à côté de la plaque et que parce qu'on respecte en France ou partout les pouvoirs, ils essayent de répondre et ils sont mis en sous, enfin ils sont dévalorisés. Au lieu de se dire, c'est un moyen, cette caméra c'est un moyen, elle peut me servir pour servir mes buts. Ce qu'on a commencé à comprendre, c'est qu'il fallait des règles du jeu. D'abord, de déboulonner chez les gens l'idée qu'ils passaient à la télé, et que c'était terrorisant de passer à la télé, et qu'ils étaient pris comme des animaux dans un piège, etc., où ils avaient une image complètement extérieure à donner, pour faire plaisir à l'intervieweur ou au journaliste. Alors ça, il y a un premier travail qui est comme ça. Après, c'est leur dire, mais vous avez des trucs à dire, vous vivez des choses, vous, professionnellement ou familialement, ou en tant que citoyen, vous avez des choses à dire. Mais moi, l'objectif initial, c'était lutter contre l'exclusion pour montrer au maximum de gens que ces personnes défavorisées avaient des quantités de potentiel. Mais c'était surtout pour montrer qu'ils avaient du potentiel et que les responsables changent du coup les activités de ces gens. Et non pas que simplement ils disent que c'est bien, quoi.
La parole qu'on souhaitait recueillir, c'était pas une parole exemplaire, mais que c'était une parole un peu d'espérance contre la fatalité. Donc, ce qu'il fallait, c'est qu'on trouve des groupes où les gens étaient en train de vivre quelque chose qui les remontait, qui les remettait à la surface, quoi. Et alors, ça a commencé à ce moment-là par des groupes qui étaient en Nouvelle-Calife, mais aussi on s'est dit qu'il pouvait y avoir d'autres expériences de réinsertion sociale et où les gens, là, pouvaient avoir des choses à dire. Au début, on a donc filmé, c'est eux qui s'exprimaient, des jeunes en difficulté, des jeunes en apprentissage, des ouvriers chômeurs. L'automédiatisation, c'était justement ça, c'était de préparer les gens à avoir une parole responsable devant un objectif, tranquille, collective. Collectif, ça veut dire pas qu'ils soient d'accord pour un seul message, ils pouvaient être pas du tout d'accord. C'est pas la parole de bois d'un syndicat. On voulait que les choses respectent ce qui est comme dans la vie, c'est-à-dire les nuances, les doutes, la perplexité, les divergences, les convergences aussi. Mais c'est pas une parole unique, c'est pas une parole. C'est une parole qui est dans l'écoute d'elle-même. Mais les gens, ils sentent instinctivement. Finalement, ça leur fait du bien. Donc, avant l'automédiatisation, c'est pour ça qu'on expliquait beaucoup les règles et puis qu'on laissait les gens dire s'ils avaient envie d'être volontaires à ça. Tu vois. C'est que ce sont les acteurs eux-mêmes qui font la médiatisation, qu'ils soient les responsables ou les défavorisés. C'est-à-dire que dans l'automédiatisation, par principe, l'animateur n'anime pas. Il intervient le moins possible. Il intervient pour relancer. Si vous regardez les cassettes, vous verrez de temps en temps l'animateur dire « vous avez voulu dire que ». Mais il n'intervient pas sur le fond, jamais. Donc c'est bien une automédiatisation, c'est-à-dire une médiatisation par les gens eux-mêmes. Je crois d'ailleurs que les animateurs que j'ai connus, à ce point de vue, répondaient très bien au principe que nous avions élaboré ensemble. D'abord, il se trouve que avant de faire une automédiation, il faut trouver des gens qui accepteront d'y venir et trouver un intérêt. Ça, c'est l'animateur. Et à ce point de vue, Diebold est très fort. Encore qu'il vous le dira d'ailleurs, la proportion des gens qui acceptent par rapport à ceux qu'il a touchés, c'est très faible. Mais le rôle de l'animateur, c'est d'abord de trouver le groupe. C'est de bien lui faire comprendre les principes et la déontologie. Et ensuite, dans les séances de filmage, c'est de voir qu'il y a tout d'un coup pas un arrêt trop long. Dans ces cas-là, il dit « vous avez voulu dire que », mais c'est tout. De voir qu'il n'y a pas quelqu'un qui prend la parole tout le temps et qui est seul à la prendre. Mais il n'a pas à parler sur le fond, jamais. Et alors ensuite, il a comme rôle, parce que c'est lui qui fait le film. Alors, il l'interprète forcément, mais il le montre chaque fois aux gens pour leur demander s'ils sont d'accord. Bon, c'est déjà énorme, mais pas suffisant, mais il ne peut pas faire plus. Au début, ce qu'on avait besoin de comprendre, c'est si vraiment ça marchait, si vraiment les groupes étaient capables de prendre en charge leurs paroles, si ce qu'ils disaient c'était intéressant, s'ils pouvaient retenir l'attention d'autres partenaires. Bon, tout ça on l'a prouvé au bout de 2-3 ans. Mais en plus, à chaque fois qu'on multipliait les expériences, c'était dans des cadres et dans des dispositifs d'insertion sociale différents. Donc il fallait qu'on adapte un peu déjà la façon de faire selon la disponibilité des groupes, le temps dont ils pouvaient disposer, etc. Alors, on gardait l'essentiel qui était la démarche de fond, qui était qu'un groupe il doit produire du message et avec un certain nombre de règles que eux ils respectent et que nous respectons, qui sont dites clairement, qui sont rappelées régulièrement, parce que là aussi il suffit pas de dire une fois un truc. Et puis après essayer que
pour ce groupe-là, les conditions soient les plus favorables. Pour nous qui mettions en place un peu l'organisation du dialogue, c'est-à-dire restituer cette parole enregistrée auprès de spectateurs, qu'on choisisse les bons interlocuteurs aussi. À chaque fois, c'était des nouveaux. À chaque fois, c'était différent. J'ai d'ailleurs eu une anecdote très amusante que Marie Le Gall a vécue avec moi, dans un service de la Poste, dans l'Essonne. Nous sommes arrivés pour faire une automédiatisation des jeunes. Et lorsque nous sommes arrivés, la directrice qui venait d'arriver m'a dit « Monsieur, j'aurais aimé assister à votre séance. » Je lui ai dit « Écoutez, je veux bien, mais ça ne se fait pas. » Cela dit, si vous voulez, on va d'abord faire une rencontre entre eux et vous, et puis on verra après. Mais vous n'assisterez pas à la mise en œuvre de l'automédiatisation. Par contre, vous pouvez être tranquille, on vous montrera après l'automédiatisation quand elle sera finie. À l'époque, je n'avais pas encore prévu de faire des automédiatisations des responsables. Alors il s'est passé un événement très amusant, très significatif. La directrice est venue, il y avait 12 jeunes, 2 ont parlé et 10 se sont entièrement tus. Parce qu'ils étaient devant la directrice, vous pensez. Et les 2 qui ont parlé ils ont fait l'inverse, ils ont parlé tout le temps. Et ils ont raconté n'importe quoi, y compris à cette malheureuse directrice générale qui est partie affolée, qui avait tous les jours des assassinats devant la poste, enfin, ils ont raconté n'importe quoi. Et ce qui est amusant, c'est que l'après-midi, nous avons vu les jeunes pour l'automédiatisation, mais sans la directrice. Et là, les jeunes, ils ont été tout à fait normaux. Ça montre à quel point rencontrer comme ça, sans prévision, sans que ce soit sur quelque chose de net et de concret, ça peut être n'importe quoi, c'est-à-dire les gens se taisent et d'autres disent n'importe quoi en effet. Dans ce qu'on fait, tout est à l'envers. Tout est à l'envers parce que c'est comme si, par rapport aux logiques habituelles qui sont des logiques institutionnelles, on prenait les problèmes à l'envers. Alors, pour juger des résultats, c'est les résultats statistiques. Avec combien de sous, vous avez fait combien de machins. Alors que nous, on dit, on a essayé de mettre en branle, d'engager, de faire réfléchir, de faire prendre conscience, d'aller vers un changement, un certain nombre de personnes qui jusque-là étaient dans une passivité terrible, pas considérées, pas écoutées, même voire méprisées. Hein. Et au début, quand on avait 2 ou 3 cassettes, avec les règles de déontologie qui sont les vôtres encore aujourd'hui, à savoir qu'on le montre et qu'ils acceptent, et qu'on enlève ce qu'ils n'acceptent pas, on a fait des grandes réunions avec 200 personnes, présidées par le préfet, avec les syndicalistes, les entrepreneurs, les chercheurs. Et c'était des réunions longues. Et on montrait 3 ou 4 cassettes, et Marie appelait ça les anticolloques, c'est-à-dire que les personnes défavorisées, dites défavorisées, qui avaient été les sujets, les acteurs des automédiatisations, étaient sur l'estrade, et que les autorités étaient tranquillement au banc des autres. Le résultat a été très intéressant à 2 points de vue. Le premier aspect, c'est que les gens ont été émerveillés de la parole de ces personnes défavorisées. En particulier, il y a une cassette qui a eu un succès fou, c'est un chômeur analphabète qui dit des choses formidables. D'ailleurs, ces gens qui assistent nous ont toujours dit « c'est pas vrai, vous avez choisi des gens qui savaient parler ». Non, on avait vraiment, au contraire, choisi tout le monde. Et ça a été un succès formidable. Mais, j'ai rapidement changé de point de vue lorsque, par exemple, un préfet m'a dit à la fin de la séance « Monsieur Schwarz, c'est formidable ce que ces gens font. Je ne l'oublierai jamais. » Et 2 minutes plus tard, il recommençait dans ses statistiques de chômage. Et je me suis rendu compte qu'au fond, ça ne les touchait pas. Ça les touchait apparemment, peut-être qu'au maximum le soir, ils disaient à leurs femmes qu'ils avaient quelque chose de beau, mais c'est tout. Il ne faut pas ça dire, ça n'a fait aucun changement. Alors, deuxième étape, nous nous sommes dit, mais ceci en accord avec les gens qui, aujourd'hui, que vous avez vus, on s'est dit qu'on allait plutôt faire des automédiatisations dans des sites où il y avait à la fois des responsables et des gens défavorisés, mais au lieu de montrer
les cassettes des défavorisés à tout le monde, on le montrerait essentiellement aux responsables, avec l'espoir de faire changer un tout petit changement social. Écoute, moi je crois que pour qu'il y ait du changement, il faut que les gens soient d'accord sur qu'est-ce qui va changer. Alors, quand on est dans un rapport de force et de pouvoir, ceux qui l'ont le pouvoir, ils n'ont pas envie de se faire grignoter le pouvoir. Et ceux qui ne l'ont pas, ils ont tout à gagner à essayer de la ramener un peu, quoi, là-dessus. Alors, pour revenir très concrètement, quand on faisait des séances de projection avec les... Il y avait des gens responsables, décideurs, etc., qui écoutaient et qui disaient « ça, on va le prendre en compte ». Ça, c'est nouveau. Je sais qu'ils disent, mais ils me le disent qu'à moi. Mais là, ils le disent publiquement sur un écran, etc. Ça, je vais le prendre en compte. Mais il y en a d'autres qui disaient oh bah, ces gens-là qui parlent, vous les avez choisis. C'est pas possible. Ils sont pas aussi intelligents que ça. Ils sont pas aussi malins que ça. C'est pas possible. Ou bien ça, ce qu'ils disent, c'est pas vrai. C'est faux. C'est des exceptions. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de systèmes de défense au pouvoir dans l'écoute même. C'est-à-dire que les gens, dès qu'ils ont un pouvoir, leur souci, c'est de le garder et de développer des stratégies de défense pour ce pouvoir-là. Et de ne pas se laisser entamer. Si on se laisse émouvoir, par exemple, par le sentiment, hein, bon, des mecs qui sont préfets ou directeurs de la DAS ou un truc comme ça, qui entendent une femme comme ça, anonyme, qui dit des trucs vraiment intelligents sur ce qu'elle a perçu. Alors là, tout d'un coup, c'est pas au préfet qu'on parle, c'est à l'homme. Alors, il entend pas. Et c'est l'homme qui décide. C'est pas la fonction. Le résultat a été très intéressant de nouveau. Les responsables, ils ont sûrement été touchés. Mais leur réaction a été qu'ils ont renié, refusé ce que disaient les défavorisés. Oh, ils ont raconté des histoires, ils sont toujours là à raconter des trucs, c'est pas vrai. D'où la troisième étape, qui a été de se dire, écoutez, quand on montrera aux responsables les cassettes de leurs acteurs, eh ben on va le faire en présence de ces acteurs. Ce qui fait qu'il était moins facile aux responsables de dire non, c'est pas vrai, il y avait un débat. Et on a filmé le débat. Et là, ça s'est extrêmement bien passé, à nouveau, et très utile. À Saint-Denis, le matin, il y a eu uniquement les démonstrations des jeunes, très dures. Ils étaient 80 médiateurs, ils étaient très durs, et je les comprends parce qu'on leur faisait faire des choses qui étaient soit dérisoires, soit déjà faites, soit impossibles. On a déjeuné tous ensemble. Et après le déjeuner, c'est le maire qui a fait un long laïus pour dire ouais, j'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup appris par vous et je vais en tenir compte. Et en particulier, je vais vous dire une chose, nous allons organiser à partir de maintenant, ça c'est un changement social, je vais organiser à partir de maintenant des rencontres régulières entre nous, les patrons de la ville, et des groupes de jeunes. Et il a exprimé sa satisfaction parce qu'il s'est dit, je ne m'étais pas rendu compte de tout cela. Donc là, il y a eu un changement. Est-ce que ça a été suivi de réalité? Je ne le sais pas. Parce que je me suis interdit de le voir. Je l'ai quelquefois su, mais je ne l'ai jamais dit. Mais je m'interdisais de continuer parce que pour moi, mon intervention, elle s'arrêtait là. Elle devait aller jusque-là et elle s'arrêtait là. Et ça a été dans plusieurs régions, ça. Mais la quatrième, c'est que j'ai pris conscience, et d'ailleurs avec Marie, que si on voulait que ces discussions entre les responsables et les acteurs soient positives, il fallait que les responsables fassent aussi des cassettes. Et là, alors, on a eu des grandes réactions. Un président de conseil général qui m'a dit « Mais tu vas quand même pas me faire une cassette ?» Ben si. Et chef d'entreprise, ouais, écoutez, vous êtes comme tout le monde. Et vous ferez comme les autres. Et ça a été la quatrième étape. Et qui s'est terminée par la cinquième, qui est de dire maintenant vous avez tous fait ça, on va faire cette rencontre. Qui est l'objectif, si on veut faire un changement
tout petit changement social, local. On va les faire se rencontrer longuement, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Je serai présent, mais c'est tout. Et on va leur montrer à chacun des groupes, successivement, la cassette de chacun des groupes, des jeunes, etc. Et à chacun les documents. Et ensuite, on fera la rencontre. Si je prends celle de Saint-Denis, on a montré le matin les cassettes des groupes de jeunes, de contremaîtres, de chefs, de responsables des institutions. Et il y a eu débat après chaque cassette. Et l'après-midi, on a eu un débat sur les documents qu'ils avaient fait, sur les propositions qu'ils feraient pour des changements. En aucun cas, je ne me mêlais de cela. Et à la fin, il y a eu une satisfaction générale. Alors, la communication sociale, pour moi, c'est pas la communication de personne à personne et c'est pas la communication de masse. C'est vraiment une communication de groupe à groupe. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont des intérêts communs, qui sont dans la même profession, qui ont les mêmes soucis, et qui s'adressent à d'autres personnes pour leur dire ce qu'elles vivent. Et la communication sociale aussi, c'est quelque chose une sorte de communication très particulière qui fait que ceux qui prennent en charge la parole s'adressent à d'autres personnes qu'elles connaissent par ailleurs et pour lesquelles elles ont à dire un certain nombre de messages qui viennent d'elles-mêmes. Je ne sais pas comment définir une communication qui est de groupe à groupe, quoi. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment définir. Alors, pour ça, il y a quand même... C'est intimement mêlé à la question de pouvoir, la communication. Mais vraiment. Schaeffer, il avait raison, vraiment. Communication et pouvoir, on n'a pas fini de mettre l'éclairage là-dessus, parce que, quand même, dans les télés autrefois, quand c'était le gouvernement qui disait aux informations, quand il n'y avait qu'une seule chaîne, qu'est-ce qu'il fallait passer aux informations, c'était évident, là. Bon, maintenant... Et puis quand je te disais, comme ce matin, qu'il n'y a plus de prise pour personne sur les communications sur le net, parce que tout le monde raconte n'importe quoi à tout le monde et que c'est en électron libre, quoi. Hein. Alors, est-ce que c'est ça la communication? La communication, toi tu emploies plutôt le mot lien. J'ai bien aimé que tu restitues ce mot lien. Du lien, parce que pour moi le lien c'est beaucoup plus contractuellement et humain. C'est qu'est-ce qu'un humain a à voir avec un autre humain, quoi. Je reprendrai moi-même ce que j'ai dit peut-être de travers. C'est pas tellement que je ne veux pas communication sociale, je ne veux pas qu'on dise que c'est un changement social. Pas vrai. Et donc, c'est trop vite fait que de dire communication sociale. Pour moi, une communication sociale, c'est autre chose. C'est tout ce qui se passe, peut-être en ce moment d'ailleurs. Mais c'est pas de la communication sociale. Quand on prend 12 personnes d'une institution, même d'une institution, et qu'on les fait s'exprimer 5 fois, 6 fois, qu'ils ont fait une cassette en général remarquable, et qu'ils ont dit ce qu'ils pensaient, et qu'ensuite on a fait faire la même chose aux chefs d'entreprise et qu'ils ont fait une cassette avec 2 ou 3 séances et qu'ils ont dit ce qu'ils pensaient, et même qu'on fait la rencontre, il y a peut-être un petit peu de changement social, mais bon, je vais être modeste. Le lien social, c'est qu'ils parlent un peu plus un langage commun, qu'ils s'écoutent autrement, qu'ils tiennent un peu plus compte des autres, je dis les autres, c'est-à-dire les jeunes pour les employeurs, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a un lien qui se crée, et je répète, en particulier un langage plus commun. Les gens ont besoin de communiquer personnellement, bravo le téléphone, bravo les mails, bravo tout ça. Ils ont besoin de communiquer en réseau, c'est-à-dire avec un environnement comme ça. Ils ont aussi besoin de communiquer à des échelles plus larges. On est national, on est européen et on est planétaire. Et
ce qui serait intéressant, c'est de trouver les modes de communication pas soumis à des pouvoirs qui correspondent à ces différents besoins. J'ai jamais dit qu'il fallait foutre en l'air toute la télé pour faire que de l'automédiatisation. Ouais. Hein. J'ai dit, ce qui serait important, c'est qu'il y ait des fenêtres, des petites lucarnes, des créneaux dans les programmations pour donner à chacun leur chance et répondre à leurs besoins de communiquer. Moi, je crois que ça, c'est le problème de l'écoute. C'est le vrai problème de l'écoute. C'est qu'est-ce que ça me rapporte d'écouter la question. Je suis sûre que chaque être humain, il se la pose, que c'est une question essentielle, aussi ontologique, une question comme d'où je viens, où je vais, à quoi je sers sur cette terre. Bon, et si j'écoute, est-ce que ça... Parce que l'écoute, c'est l'outil du changement. L'écoute, c'est s'approprier des informations nouvelles qui, une fois que je les aurai intégrées, vont me changer forcément. Je vais être d'accord, je ne vais pas être d'accord avec ce que j'entends, ça va me contredire, ça va me renforcer, mais ça va me changer de toute façon. C'est qu'ils sont très contents qu'on les écoute. C'est la première fois que ça leur arrive, qu'on les écoute en leur laissant le temps, qu'on ne les interrompt pas, qu'on les laisse dire ce qu'ils veulent, et qu'on montrera ensuite ce qu'ils ont dit, non sans avoir vérifié qu'ils étaient d'accord sur les paroles qu'ils avaient prononcées, sinon on les enlève. Ils étaient très fiers et très heureux. Et ils ont été d'autant plus fiers qu'ils ont entendu les gens de la salle dire qu'ils étaient émerveillés. Et ils l'étaient. Par ailleurs, ils ont appris beaucoup de choses. J'estime que c'est très formateur. Vous le verrez d'ailleurs dans la revue Pour. Quand, dans une automédiatisation, ils doivent s'écouter, s'interpeller, comprendre ce que les autres disent, et eux-mêmes poser des questions, c'est drôlement formateur et drôlement valorisant. Et je crois que l'être humain, il est vraiment double. À la fois, il a autant envie de changer qu'envie de rester comme il est. Et c'est ça qu'on met en cause. Et d'une certaine façon, l'automédiatisation, avec l'image comme ça, quand les gens se revoient, tout ça, c'est ça qu'ils voient. C'est moi, comment je veux me changer. Est-ce que je veux changer vraiment ? Ou est-ce que je fais des pieds et des mains pour rester comme je suis avec mes petits privilèges, quoi. Mais je crois que quand les gens ils sentent qu'ils sont autorisés, qu'ils ont la permission de réfléchir, peut-être de penser tout haut, tout simplement, mais devant une caméra, c'est-à-dire que c'est valorisé parce que c'est devant une caméra, et puis qu'il y aura de la mémoire avec ça, que ça restera. Tu vois, dans les sociétés traditionnelles, les gens, ils s'écoutaient quand même. Et ça marchait. Ça a marché pendant des millénaires. Pourquoi ? Parce qu'ils s'écoutaient, ils étaient des humains, ils se retrouvaient dans l'autre. Nous, on est devenu l'homme capitaliste, individualiste, etc. L'originalité, elle est très nette. Je ne connais pas d'autres cas, d'autres méthodes, où on laisse parler les gens totalement librement, où on les fait s'expliquer devant une cassette, une télévision, et c'est discuter ensemble, et partir les uns et les autres de leurs questions réciproques. Et ensuite, autre groupe, celui des responsables, et les faire se rencontrer. C'est le seul cas que je connaisse dans ce genre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas très généralisé, c'est qu'il fait peur. Donc c'est une originalité énorme, très nette, une très grande valeur formatrice, pour autant qu'on l'utilise. C'est-à-dire que si c'est en effet, dans la 3e ou la 4e étape, montré aux responsables et aux non-responsables ensemble, les responsables en profitent pour changer quelque chose et le montrer aux autres. Si ils les traitent avec mépris, c'est pas formateur. Je répète, dire ce que l'on... poser des questions aux autres, comprendre les questions, insérer leurs réponses aux siennes, bon, tout ça c'est très formateur. Et là, ce rôle incontestable, c'est-à-dire que les responsables prennent conscience de ce que leurs gens savent des choses, peuvent dire des choses, et que ça a changé là des choses.
Ça n'est pas ce que j'appelle un changement social, mais c'est un changement important. Et c'est une des vertus énormes des automédiatisations. C'est une pédagogie dans le sens que ça apprend des choses et c'est participatif dans la mesure où, et c'est bien le seul endroit, ce sont les élèves, si je puis dire, qui expriment eux-mêmes leurs questions et leurs réponses. On ne peut pas être plus participatif. Oh, il y en a qui se sont transformés profondément. On a eu à Marseille, par exemple, des jeunes qui sont devenus tout à fait différents de ce qu'ils étaient avant et qui d'ailleurs ont été embauchés et qui du coup sont développés énormément. Oui, oui, ils se transforment sans aucun doute. C'est pas une méthode, c'est une prothèse. C'est une prothèse pour le dialogue. C'est une prothèse. À mon avis, c'est ça. Des prothèses qui correspondent à notre siècle, à notre société, à nos machins, à nos conditions, etc. Les limites, c'est amusant parce que j'ai beaucoup de discussions avec mon président qui trouvait même que j'avais poussé les limites un peu trop loin. En ce sens que j'avais imposé dans les sites une rencontre sur les cassettes et sur les documents écrits. Par contre, jamais je ne suis allé au-delà. C'est-à-dire que jamais je n'ai conseillé aux responsables de faire quelque chose. C'est à eux à le faire, c'est pas à moi. On leur donne la cassette, on leur donne les documents écrits, ils en discutent ensemble, je suis présent pour s'il y a des événements, et de temps en temps il y en a eu, des incidents, mais je ne dois en aucun cas personnellement même conseiller des actions. Et c'est difficile pour les gens de réaliser eux-mêmes qu'ils ont en eux des capacités réelles d'intelligence, de leur compréhension de leur propre vie, quoi, qui peuvent le faire. Et puis, il y a l'autre obstacle, c'est-à-dire que quand les gens, on leur donne la parole, souvent, c'est pour une parole de revendication. Parce qu'ils en ont gros sur la patate et qu'ils se disent, tiens, alors je suis prise à la télé, je vais gueuler, quoi. Je vais gueuler pour dire que ça va pas, etc. Et il n'y a pas de modèle pour expliquer aux gens qu'on peut avoir une parole un peu tranquille pour dire qu'est-ce qu'on est, comment on ressent les choses, comment on voit les choses, qu'on prend le temps. C'est certainement que... D'abord, par rapport au quantitatif, on a choisi tel ou tel groupe et tel ou tel problème à éclaircir. Donc, on n'est pas dans un éclairage... on ne peut pas savoir si c'est un problème qui en vaut vraiment le coup. Nous, on a pris les gens qui venaient nous chercher. Hein. Mais peut-être qu'à côté, il y avait beaucoup d'autres problèmes sociaux, tout ça, qui auraient mérité beaucoup plus qu'on s'intéresse à eux. Et ça, parce que, bon, ça on le saura jamais. Il y avait sans doute beaucoup de choses, beaucoup de personnes à faire parler dans beaucoup d'endroits où il se passait des choses intéressantes qui sont restées secrètes. Vraiment, un des risques pour l'automédiatisation, c'est d'utiliser ça trop comme une méthode et pas comme quelque chose dont on ne sait pas à chaque fois comment elle va se réaliser. Moi, j'ai confiance que l'humanité, elle a tout en elle-même et qu'elle peut être assez inventive, créatrice, etc. Tu sais, il y a un poète allemand qui s'appelle Hölderlin qui dit « Quand le péril croît, les moyens pour conjurer ce péril croient aussi. » C'est-à-dire que bon, quand l'humanité elle est vraiment menacée quelque part, il y a quelque chose qui arrive pour s'en sortir. Ça, j'y crois profondément. Ça. Je pense que ce que fait par exemple Diebold, Odette, je n'ai pas vu depuis très longtemps, mais ce que fait Diebold, c'est des automédiations parfaites. Mais ce qu'il faut améliorer, c'est qu'il n'y a pas la suite. S'il y a une suite, s'il y a une action, pas décidée par LSE, s'il y a une action, et que MSE a organisé une rencontre qui permet d'éclairer les responsables et les autres sur les points de vue de chacun, là s'arrête notre ingérence. Et donc, je pense que il faut remettre les choses dans leur perspective, c'est-à-dire que l'automédiatisation, c'était bien, ça a duré pendant les années 90, avec cette personnalité exceptionnelle qu'est Bertrand, qui l'a porté, qui
etc. Mais c'était un truc pendant un moment. Et que peut-être les nouvelles générations, elles ont inventé à d'autres trucs. C'est pour ça que je me dis que l'ordinateur, moi je connais pas assez bien, etc. Mais repenser les techniques de communication au service du social. Ça me semble vraiment important. Tu vois. Et cette question de à quoi ça sert les moyens, les technologies, si ça sert pas, si l'homme ne se l'approprie pas pour lui-même et pour comprendre qui il est, où il va, et comment ça pourrait être mieux socialement, ben, ça vaut pas le coup de vivre. Non, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'améliorations là-dessus. Et je trouve que le procédé reste remarquable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le but c'est de faire prendre conscience. Encore faut-il qu'on s'assure qu'il y a une prise de conscience. Et pour s'en assurer, on ne peut pas aller plus loin que, mais moins loin que, la rencontre et la réciprocité. Avec les antennes, nous y allions régulièrement avec Marie, tout le temps. Nous étions très présents. On allait au moins une fois tous les 2 mois, une journée complète dans chacune des antennes. Mais, si vous me demandez comment je m'y suis pris, ben je ne m'y suis pas arrivé. Je vous reprends l'expérience de Marseille, peut-être vous voulez la voir en film. Mais, ayant dit mon regret de ne pas savoir finalement ce que les gens en faisaient, ce que les responsables en faisaient, Brochier a proposé, et ça a été accepté par le comité de veille, et en présence de Diebold bien sûr, qu'on demanderait aux différentes personnes chez qui on aurait travaillé, de dire ce qu'ils en avaient fait. Cette enquête a été faite, et ils ont hélas constaté qu'en général, on n'en avait à peu près rien fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'influence de MSE, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est en allant chez eux que, vous me demandez comment s'y est pris pour réussir, je ne dirais pas que j'ai réussi. Ceci dit, autant je m'interdisais de la moindre action chez les acteurs, les sujets des automédiatisations, autant je ne m'interdisais pas d'aller essayer de convaincre les antennes. Alors les différences étaient que à Marseille et à Lyon, ils m'ont écouté beaucoup, ils ont peut-être compris, du moins ils ont quand même essayé de faire des rencontres, et ils les ont faites. Oui, ils ont fait des rencontres finalement, donc ça a quand même été accepté par eux tous. Il y avait donc une influence personnelle sur eux, mais institutionnelle aucune. Donc ça a été le vrai dans toutes les zones, ça. Elle a une dimension politique dans la mesure où si on fait ça avec des élus, ça les met en cause, mais ce qui en fait toute la difficulté d'ailleurs. Ce que je trouve qui a manqué à Moderniser sans exclure, c'est qu'on ait un créneau quelque part pour faire que quelque chose soit dans la continuité des actions avec un groupe. Moi, ce que j'aurais vraiment souhaité, c'est qu'on ait encore un peu à la façon dont on avait fait pour les marins, obtenir un créneau sur une chaîne ou pour diffuser ce qui aurait pu être engrangé d'une autre façon, avec d'autres méthodes, venant d'une parole réelle de groupe de base, quoi. Et ça, on s'est aperçu très vite que c'était impossible. D'ailleurs, je vais raconter une histoire amusante. Je travaille en ce moment avec la CFDT sur l'émission locale, et ils m'ont demandé de faire assister leurs journalistes. Et j'ai dit aux journalistes, est-ce que ça vous intéresserait de montrer une automédiatisation? Je m'attendais au pire, je ne vous le cache pas. Il a été fasciné, et il m'a dit, il faut que, dans cette étude que fait la CFDT à l'heure actuelle, on fasse des automédiatisations dans une mission locale. Alors j'ai dit, c'est pas si facile. Et il a été dans une mission locale et il a compris que ce n'était pas possible. Parce que les jeunes, ils parlaient très librement, lors de la cassette, mais très librement sur leur patron et sur leur chef.
La discussion d'ailleurs avait commencé par, les jeunes avaient commencé par dire il faudrait les virer tous. Et par conséquent, le journaliste est venu voir, il m'a dit non, non, j'abandonne mon idée. Et je l'ai assez dit aux missions locales qu'elles devraient utiliser ce moyen pour elles-mêmes comprendre ce que pensent les jeunes. La mission locale a comme défaut aujourd'hui qu'elle est beaucoup trop individualisante. Et elle rencontre les jeunes, mais individuellement. Et elle ne les rencontre pas collectivement. Et si elle les rencontre collectivement, elle ferait bien d'utiliser les automédiatisations. Donc il n'y en a pas, et il devrait y en avoir. Mais je ne suis pas arrivé. J'ai eu des tas d'échecs dans ma vie, celui-là en est un.